Je m'appelle Rebecca Thornton. J'ai 67 ans. Et aujourd'hui, dans une salle d'audience remplie d'inconnus, j'ai été réduite à quelques mots qui ont effacé toute ma vie, juste une femme au foyer. Ces mots venaient de mon beau-fils, Tyler Thornton, prononcés avec un rire qui a résonné bien plus fort qu'il n'aurait dû. Les gens se sont tournés pour me regarder, certains avec curiosité, d'autres avec un jugement silencieux, quelques-uns avec pitié. Il y a 6 mois, mon mari Charles est décédé. Nous étions mariés depuis 20 ans. À sa mort, il m'a tout laissé, son entreprise, ses propriétés, ses comptes, la vie que nous avions construite ensemble, pièce par pièce. Tyler n'a pas accepté cela. Il m'a poursuivi en justice. Il a prétendu que j'avais manipulé son père, que je l'avais isolé, que j'avais profité d'un homme vieillissant et réécrit son testament à mon propre avantage. Il a engagé l'avocat le plus cher de la ville pour le prouver. Je me tenais seul à la table de la défense. Pas d'avocat à mes côtés, pas d'équipe juridique, juste une femme dans une simple robe bleu marine, tenant un petit sac à main à 2 mains pour les empêcher de trembler. Le palais de justice sentait le bois ciré et les vieilles querelles. Le genre d'endroit où la vérité est censée compter, mais où les apparences comptent souvent plus. En face de moi était assis Tyler, 35 ans, costume parfait, posture détendue, la confiance de quelqu'un qui croyait que tout était déjà joué. À côté de lui se trouvait son avocat, Blake Harrington. Les gens chuchotaient son nom comme un avertissement, impitoyable, brillant, cher. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Quand Blake a commencé sa déclaration liminaire, la salle s'est penchée pour écouter. Il parlait doucement, calmement, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Votre honneur, a-t-il dit, c'est un cas flagrant d'abus de confiance. Une femme sans carrière, sans éducation notable et sans revenu propre s'immisçant dans la vie d'un riche veuf. Alors Tyler a souri et l'a répété. Ce n'est qu'une femme au foyer. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là, car l'avocat qui se tenait en face de moi a soudainement cessé de parler. Son visage est devenu pâle. Sa serviette lui a glissé des mains et a heurté le sol. Et tandis qu'il me regardait vraiment, sa voix s'est réduite à un murmure. C'est vraiment vous. Je n'arrive pas à y croire. Tyler n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Le matin où tout a commencé ressemblait à tous les autres matins depuis la mort de Charles, calme, lourd, immobile. J'ai préparé du café dans la tasse en céramique qu'il m'avait offerte pour notre 15e anniversaire, blanche avec un fin liseré bleu. Je me suis assise à la table de la cuisine où nous avions partagé 20 ans de matins ordinaires, et j'ai essayé de prétendre que le silence ne m'oppressait pas la poitrine. La maison semblait trop grande maintenant, trop vide. Chaque pièce portait un écho de lui, ses chaussures près de la porte, ses lunettes sur la table d'appoint, le fauteuil où il s'asseyait pour lire le journal chaque soir. J'étais encore assise là quand la sonnette a retenti. Un jeune homme se tenait sur le porche, vêtu d'un costume bon marché et arborant une expression étudiée, polie, détachée. Il m'a tendu une enveloppe sans croiser mon regard. Madame Thornton, des documents juridiques. Veuillez signer ici. Mes mains tremblaient en ouvrant les papiers. Tyler contestait le testament. Les mots étaient froids et cliniques, abus de confiance, manipulation, exploitation d'une personne âgée vulnérable. Selon les documents, j'avais isolé Charles de son fils et l'avais convaincu de tout me laisser. Je me suis affalé dans le vieux fauteuil en cuir de Charles, celui où il faisait la sieste les dimanches après-midi. 20 ans de mariage réduits à des accusations imprimées à l'encre noire. Je n'étais pas encore en colère. J'étais abasourdi. J'ai pensé aux nuits passées assises sur une chaise à côté de son lit d'hôpital. Aux médicaments que j'avais appris à gérer. Aux repas que je préparais quand il était trop faible pour se tenir debout. Aux fois où j'avais supplié Tyler de venir et où j'avais entendu excuse après excuse. Mais le chagrin ne riposte pas. Le chagrin s'assoit simplement avec vous et laisse le monde parler à votre place. Quand j'ai fini de lire, mes mains avaient cessé de trembler. Non pas parce que je me sentais forte, mais parce que quelque chose en moi était devenu très calme. Si Tyler voulait se battre, il l'aurait. Non pas par désir de vengeance, mais parce que je ne laisserai pas le dernier chapitre de ma vie être écrit comme un mensonge. Tyler Thornton avait 12 ans lorsque j'ai épousé son père. Assez âgé pour se souvenir clairement de sa mère. Assez âgé pour en vouloir à la femme qui avait pris une place qui ne pourrait jamais vraiment être comblée. Dès le début,
j'ai essayé d'être prudente avec lui. Je n'ai pas forcé l'affection. Je n'ai pas exigé le respect. Je cuisinais les plats qu'il aimait. Je me présentais aux événements scolaires, même quand il faisait semblant de ne pas me voir dans le public. Je restais silencieuse quand il me parlait avec indifférence et je me rappelais que le deuil fait faire des choses étranges aux enfants. En grandissant, la distance ne s'est pas réduite. Elle s'est durcie. Tyler venait quand il avait besoin de quelque chose, de l'argent pour le loyer, de l'aide pour couvrir une carte de crédit, un prêt qu'il promettait de rembourser une fois que les choses iraient mieux. Charles disait toujours oui. Il croyait toujours que cette fois serait différente. J'ai appris à ne pas discuter. Je me disais qu'être une bonne épouse signifiait parfois être silencieuse, qu'aimer quelqu'un signifiait accepter les parties de sa famille qui blessent. Mais quand Charles est tombé malade, le silence est devenu insupportable. J'ai appelé Tyler encore et encore. J'ai laissé des messages. J'ai envoyé des textos. J'ai expliqué à quel point son père était fatigué, à quel point cela signifierait pour lui de voir son fils. Tyler disait qu'il était occupé. Il disait qu'il viendrait plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Quand Charles est mort, Tyler est arrivé pour les funérailles, l'air calme et distant. Il m'a serré dans ses bras avec raideur et m'a remercié d'avoir pris soin de son père. J'ai pensé, bêtement, que peut-être le deuil nous avait enfin rapprochés. Le procès a prouvé à quel point j'avais tort. Ce n'était pas seulement l'accusation qui faisait mal. C'était la facilité avec laquelle il effaçait 20 ans d'efforts. La façon dont il parlait de moi comme si je n'avais jamais fait partie de la vie de son père. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de douloureux, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'un homme qui ne m'avait jamais pardonné d'être resté quand lui avait choisi de partir. Entrer dans le palais de justice ce premier jour, c'était comme entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les sols en marbre étaient froids sous mes chaussures. Chaque son résonnait, le claquement lointain des lourdes portes qui s'ouvraient et se fermaient. C'était intimidant à dessein, un lieu destiné à vous rappeler à quel point vous êtes petit face à la loi. Tyler était déjà là. Il était assis à la table du plaignant avec une confiance aisée, adossé à sa chaise comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires qu'il s'attendait à gagner. Son costume était parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il ressemblait à un homme qui avait répété ce moment. À côté de lui était assis Blake Harrington. Je l'ai reconnu immédiatement, non par expérience personnelle, mais de réputation. Le genre d'avocat que les gens engagent quand ils veulent écraser quelqu'un tranquillement et légalement. Cher, précis, sans émotion. Le type qui ne perd jamais parce qu'il ne sous-estime jamais son adversaire. Sauf qu'il m'avait sous-estimé. J'ai pris ma place, seul, à la table de la défense. Pas de serviette, pas d'assistant, juste mon sac à main posé sur mes genoux comme une ancre. Quand la juge Caroline Mercé est entrée, la salle s'est levée à l'unisson. Elle se déplaçait avec une autorité calme, son regard balayant lentement la salle d'audience comme si elle faisait l'inventaire de chaque âme présente. « Madame Thornton » demanda-t-elle en me regardant droit dans les yeux. « Avez-vous une représentation légale aujourd'hui » Je me suis levé. « Non, votre honneur. Je me représente moi-même. » Une lueur d'inquiétude traversa son visage. Elle jeta un coup d'œil du côté de Tyler, puis de nouveau vers moi. « Madame Thornton, c'est une affaire sérieuse impliquant des actifs substantiels. Je vous conseille vivement d'envisager de prendre un avocat. » J'ai hoché la tête. « Je comprends, votre honneur. » Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'engager un avocat me semblait être un aveu de culpabilité. Que dépenser l'argent de Charles pour me défendre contre son propre fils me semblait mal. Que quelque part au fond de moi, je croyais que la vérité devrait suffire. La juge a fait un petit signe de tête et a tourné son attention vers l'autre table. « Maître Harrington, vous pouvez commencer. » Et c'est ainsi que l'histoire de ma vie a été placée entre les mains de quelqu'un d'autre. Blake Harrington se leva lentement, ajustant ses boutons de manchette avec un soin délibéré. « Votre honneur, » commença-t-il. « Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'un fils en deuil a été contraint de faire face à une vérité douloureuse, que les dernières volontés de son père ont été façonnées non par l'amour, mais par la manipulation. » Sa voix était calme, mesurée, le genre de voix en qui les gens ont confiance. Il a brossé un portrait de moi comme une femme apparue au moment idéal. Un veuf solitaire, une maison tranquille, une opportunité déguisée en compagnie. Madame Thornton, a-t-il dit, n'a aucune expérience professionnelle à proprement parler, aucune carrière significative,
aucun revenu indépendant. Elle dépendait entièrement du père de mon client pour sa stabilité financière. J'ai senti la salle basculer. Il a continué à énumérer des faits dépouillés de leur contexte, que je ne travaillais pas à l'extérieur, que je gérais les affaires du ménage, que j'accompagnais Charles à ses rendez-vous, que je m'occupais de ses médicaments pendant sa maladie. Les soins, laissait-il entendre, étaient du contrôle. Puis Tyler s'est penché en avant. « Votre honneur » a-t-il dit, me jetant un regard narquois. Elle pouvait à peine gérer ses propres finances. Elle ne comprend probablement même pas la moitié de ce que mon père possédait. Quelques personnes dans la galerie ont hoché la tête. Cela m'a fait plus mal que prévu. Parce que j'avais passé des années à prétendre que le fait d'être sous-estimé n'avait pas d'importance, qu'être perçu comme simple était inoffensif. Mais entendre ma vie réduite à de l'incompétence dans une salle publique m'a blessé plus profondément que le deuil ne l'avait jamais fait. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levé lentement. Je n'ai pas plaidé le droit. J'ai dit la vérité. J'aimais mon mari, ai-je dit. Je me suis occupé de lui parce que je le voulais, non pas parce que j'attendais quelque chose en retour. Blake sourit légèrement, comme s'il s'adressait à une enfant. L'amour n'est pas en cause ici, Madame Thornton, dit-il. L'influence, si. La juge Mercey a levé la main. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Nous allons suspendre l'audience et la reprendre demain matin. Alors que la salle se vidait, Tyler a ri doucement. Blake lui a serré la main et je suis resté assise là, seule, réalisant que la gentillesse venait d'être prise pour de la faiblesse. Cette nuit-là, la maison semblait différente. Pas plus silencieuse, pas plus triste, mais plus lourde. Je me suis assise seule dans le bureau de Charles, entouré d'étagères qu'il touchait rarement mais qu'il n'avait jamais enlevées. De vieux livres, des photographies encadrées, une vie soigneusement préservée. Le genre de pièce qui garde des secrets même quand personne ne parle. J'ai versé un petit verre de vin et je me suis permis de respirer. C'est alors que j'ai remarqué la boîte à bijoux sur le bureau. Je l'avais ouverte 1000 fois auparavant. Des boucles d'oreilles, des bagues, de petits souvenirs de vacances lointaines. Mais cette nuit-là, mes doigts ont effleuré quelque chose de dur sous la doublure de velours. Une clé. Petite, sans étiquette, oubliée. Charles me l'avait donnée des années auparavant. Pour les urgences, avait-il dit. Quand tu en auras besoin. Je n'avais jamais demandé ce qu'elle ouvrait. Mon cœur battait la chamade tandis que je traversais la pièce et m'agenouillais près de son bureau. Le tiroir du bas avait toujours été verrouillé. J'avais respecté cela, le mariage n'exige pas la possession. La clé a glissé facilement. Le tiroir s'est ouvert avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait un dossier en manille, soigneusement étiqueté de l'écriture soignée de Charles, Rebecca, personnel. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Des documents me regardaient. Anciens mais impeccables. Une vérité encadrée que j'avais rangée il y a longtemps. Un diplôme de droit. Des mentions honorifiques imprimées en caractères nets. Des certificats de nomination. Une photographie d'une femme plus jeune, se tenant droite, la main levée, les yeux stables. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était moi. Je n'avais pas imaginé cette vie. Je l'avais vécue. Au fond du dossier se trouvait un morceau de papier plié. Une note manuscrite de Charles. Rebecca, je sais que tu penses être devenue plus petite en choisissant l'amour. Ce n'est pas le cas. Tu as choisi quelque chose de plus courageux. Si jamais quelqu'un oublie qui tu es, ceci le leur rappellera, y compris à toi. Les larmes sont venues alors, silencieuses, incontrôlées. Pendant 20 ans, j'avais été une épouse, une soignante, une présence stable. Mais je n'avais pas été effacé. J'avais seulement attendu. Et demain, j'arrêterai d'attendre. Le lendemain matin, je portais la même robe bleu marine. Non pas parce que je voulais paraître inchangé, mais parce que je voulais qu'il me sous-estime à nouveau. La différence n'était pas dans le tissu. Elle était dans ma posture, mon allure, la façon dont mes yeux parcouraient la pièce comme si j'y avais ma place. Car c'était le cas. Tyler et Blake étaient déjà assis quand je suis arrivé. Blake examinait des documents avec la confiance d'un homme qui croyait que la veille s'était bien passée. Tyler semblait détendu, presque amusé, comme si c'était une formalité avant la victoire. La juge Mercey est entrée ponctuellement et a pris son siège. « Maître Harrington, dit-elle. Vous pouvez appeler votre prochain témoin. »
Blake s'est levé et a appelé Megan Pierce, ma voisine. Megan semblait nerveuse en prenant la barre. Elle a évité mon regard en parlant de l'après-midi où elle m'avait trouvé en larmes sur mon perron, de la façon dont j'avais dit que j'avais peur de ce qui se passerait après la mort de Charles. Blake a laissé ses mots en suspens, puis l'a excusé. La juge Mercey s'est tournée vers moi. Madame Thornton, souhaitez-vous contre-interroger? Je me suis levé lentement. Oui, votre honneur. Je me suis approché de la barre des témoins et me suis arrêté à une distance confortable. Megan, dis-je doucement, quand vous m'avez trouvé en larmes ce jour-là, pourquoi étais-je bouleversé? Parce qu'on venait de dire à Charles que le traitement ne fonctionnait pas, répondit-elle. Et de quoi ai-je dit que j'avais peur? Elle a hésité, puis a soupiré. Vous avez dit que vous aviez peur d'être seule. J'ai hoché la tête. Merci. Le sourire de Blake se crispa. Il a ensuite appelé le banquier. Sous mes questions, le banquier a admis que Charles avait réorganisé ses finances pour me faciliter les choses après sa mort. Pas pour cacher des actifs, pas pour les contrôler, mais pour se préparer. Quand je suis retourné à ma place, la juge Mercey m'a étudié attentivement. Madame Thornton, dit-elle, puis-je vous demander quelque chose pour le procès-verbal? Bien sûr, votre honneur. Quel est votre nom légal complet? La salle est devenue silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration. Rebecca Ann Thornton. Et c'est ainsi que l'équilibre de la salle a commencé à basculer. La plume de la juge Mercey s'est immobilisée en l'air. Rebecca Ann Thornton, répéta-t-elle lentement. Ses yeux se sont levés vers les miens, cherchant, mesurant. Puis quelque chose a changé dans son expression. La reconnaissance, pas encore la certitude, mais la possibilité. Madame Thornton, dit-elle prudemment. Avant votre mariage, exerciez-vous le droit? Oui, votre honneur. Blake Harrington s'est agité sur son siège. La juge Mercey s'est légèrement penchée en arrière. À quel titre? J'ai gardé ma voix stable. J'ai siégé à la Cour supérieure pendant 15 ans. J'ai pris ma retraite il y a 2 décennies. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Blake s'est vidé de sa couleur si rapidement que c'en était presque effrayant. Il s'est levé sans s'en rendre compte. Sa serviette a glissé de la table et a heurté le sol, des papiers s'éparpillant à ses pieds. Il n'a pas baissé les yeux. Il me fixait. Non, a-t-il murmuré, puis plus fort, la voix tendue par l'incrédulité. C'est vraiment vous. Il a fait un pas en avant, s'est arrêté, puis a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a incliné la tête. Juge Thornton, dit-il doucement. Je n'arrive pas à croire que je ne vous ai pas reconnu. Tyler s'est tourné vers moi, la bouche ouverte, la confusion et la panique se disputant le contrôle de son visage. La voix de la juge Mercey était ferme. Maître Harrington, connaissez-vous l'accusé? Oui, votre honneur. J'ai plaidé devant elle au début de ma carrière. La juge Thornton était très respectée. C'est une façon de le dire, a commenté sèchement la juge Mercey. Elle s'est tournée vers Blake. Avez-vous mené une enquête de fond complète sur la partie adverse? Blake a dégluti. Nous avons examiné les registres publics sous son nom d'épouse, votre honneur. Le regard de la juge Mercey s'est durci. Donc, vous avez omis d'enquêter sur la femme que vous avez publiquement décrite comme sans éducation et incapable. Blake n'a rien dit. Je suis resté assise. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas parlé. Car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la vérité qui se tenait enfin là où elle devait être. La juge Mercey a ordonné une courte suspension. Lorsque l'audience a repris, l'air était différent, plus calme, plus lourd. La confiance qui avait rempli le côté de la salle de Tyler avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile et d'incertain. Votre honneur, ai-je dit en me levant une fois de plus, je voudrais présenter des preuves supplémentaires. La juge Mercey a acquiescé. Vous pouvez procéder, Madame Thornton. Je me suis avancé vers l'avant de la salle d'audience, tenant une tablette fine. Mon mari avait anticipé cette contestation, ai-je poursuivi. Il savait que son testament pourrait être remis en question et il voulait que sa propre voix soit entendue si cela se produisait. J'ai appuyé sur play. Charles est apparu à l'écran, plus mince que dans mon souvenir, mais le regard clair et stable. Mon nom est Charles Thornton, a-t-il dit. Je suis sain d'esprit au moment où j'enregistre cette déclaration.
Je fais cela parce que je crois que mon fils pourrait un jour prétendre que ma femme m'a manipulé. Les épaules de Tyler se sont affaissées. Rebecca ne m'a pas manipulé, a poursuivi Charles. Elle ne m'a pas isolé. Elle n'a pas influencé mes décisions. Chaque choix que j'ai fait était le mien, basé sur des années d'observation et d'expérience. Il a fait une pause. J'aime mon fils, mais l'amour n'efface pas la responsabilité. Au cours des 15 dernières années, j'ai apporté un soutien financier à Tyler plus de fois que je ne peux compter. Il ne l'a pas remboursé. Il n'a pas changé de comportement. Rebecca, cependant, est restée à mes côtés à travers la maladie, l'incertitude et le déclin, sans se plaindre. Elle a renoncé à une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver parce qu'elle croyait en nous. La vidéo s'est terminée. Personne n'a parlé. J'ai ensuite présenté des dossiers financiers, des prêts documentés, des dates, des montants, des remboursements manqués, un schéma qui parlait plus fort que n'importe quelle accusation. Cette affaire, ai-je dit, n'a jamais été une question d'exploitation. C'était une question de sentiment de droit, de confusion entre le chagrin et la justification. Je me suis légèrement tourné vers Tyler. J'aimais ton père, ai-je dit. Je ne lui ai jamais demandé de choisir entre nous. Il a choisi l'honnêteté et il a choisi la responsabilité. La juge Mercé a examiné attentivement les preuves avant de parler. Ce tribunal ne trouve aucune preuve d'abus de confiance, a-t-elle déclaré. Le testament de Charles Thornton est valide et pleinement exécutoire. Elle a regardé directement Tyler. De plus, le tribunal estime que le plaignant a agi avec un mépris total pour la réputation de l'accusé. L'affaire est classée avec préjudice. Tyler fixait la table devant lui, vaincu. 6 mois plus tard, ma vie est différente. Je ne suis pas retourné à la magistrature, mais j'ai ouvert un petit cabinet, discret, ciblé, déterminé. Je représente des femmes à qui l'on dit qu'elles sont trop vieilles, trop émotives, trop dépendantes pour comprendre leur propre vie. Des femmes que l'on qualifie de juste quelque chose. Un après-midi, un message est apparu sur mon téléphone. Rebecca, c'est Tyler. J'essaie de faire mieux. Je comprends maintenant que j'avais tort. Nous nous sommes retrouvés pour un café. Nous avons parlé honnêtement. Pas de pardon, pas encore, mais la prise de responsabilité. Et c'était suffisant pour commencer. Debout dans mon bureau maintenant, regardant la ville, je comprends quelque chose que j'avais autrefois oublié. Votre valeur ne se mesure pas au rôle que vous jouez pour les autres. Elle se mesure à la vérité que vous portez et au courage de la défendre lorsque vous êtes mis au défi. Si mon histoire a résonné en vous, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Parce que des histoires comme celle-ci voyagent plus loin que nous ne l'imaginons jamais.